Que dire de plus sur l'aviateur Ron Arad, enlevé en 1986? Tout ou presque a été fait pour remonter la piste, pour connaître le sort qui lui a été réservé. La question se pose, pourquoi depuis la Knesset, le Premier ministre Bennett a choisi de révéler cette mission du Mossad pour le retrouver? S'il ne peut pas en dire davantage, s'il ne peut pas préciser les contours, on pourrait débattre des heures, sauf que pour l'heure, aucun dénouement ne semble se profiler. Bonsoir Océane Nicole. Bonsoir Mathias. C'est donc depuis la Knesset que le Premier ministre Bennett a choisi de révéler cette mission. Tout à fait, mais en effet, il n'en dit pas plus. Et finalement, les seuls détails qu'on a, eh bien, ça vient des médias arabes qui assurent que c'est une mission du Mossad qui a été faite il y a un mois. Il y a un homme qui a été arrêté par le Mossad en Iran. Il s'agit d'un ancien général iranien qui a été emmené depuis la Syrie vers un pays africain non identifié afin d'être interrogé par les agents du Mossad. Et finalement, il a été relâché. On n'en sait pas plus. Les médias arabes assurent également qu'il y a aussi l'ADN d'un corps qui aurait été collecté par le Mossad et il aurait été collecté notamment dans un village dans le sud du Liban et c'est là où on a vu pour la dernière fois Ron Arad en vie. On n'a pas plus de détails et en effet la grande question c'est est-ce que finalement Naftali Bennett a eu raison d'en dévoiler un petit peu comme ça devant l'Assemblée et la Knesset, le Parlement israélien. C'est la grande question qui se pose. Autre actualité, c'est le changement à la tête des renseignements militaires. Encore une fois, c'est l'Iran qui est pointé du doigt. Tout à fait. Alors le nouveau chef des renseignements, c'est lui, il s'appelle Aaron Khaliva, il a 53 ans. Il y a eu donc une cérémonie qui a été organisée. Évidemment, Aviv Koravi, le chef de l'état-major, était présent. Il est d'ailleurs lui aussi ancien chef des renseignements militaires. Il a félicité donc ce général talentueux et il en a aussi évidemment profité pour assurer que quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe dans la région, les yeux de Tsahal et des services de renseignement militaires sont et resteront tournés vers l'Iran. Regardez. Grâce au travail des renseignements, l'armée israélienne sait ce qui se passe en Iran et lutte contre la présence iranienne au Moyen-Orient. Les opérations visant à détruire les capacités de l'Iran se poursuivront dans n'importe quel endroit et à tout moment. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est les 40 ans de l'assassinat de Anwar al-Sadat, un certain président égyptien. Tout à fait, ancien président qui a d'ailleurs gouverné l'Égypte lorsqu'il y avait la guerre de Kippour. Et finalement, quelques années plus tard, eh bien, il a fait partie des accords de paix entre Israël et l'Égypte. En 1977, ça a été d'ailleurs le premier dirigeant arabe à visiter officiellement Israël. On se souvient, en 1977, il a même tenu un discours à la Knesset, le Parlement israélien. Mais ce rapprochement avec Israël, eh bien, ça n'a pas vraiment plu. Résultat, eh bien, il y a 40 ans, le 6 octobre 1981, eh bien, il est assassiné dans une parade militaire qui était filmée au Caire et il a été tué en effet par des membres de l'organisation du djihad islamique égyptien qui n'a pas du tout aimé donc son rapprochement avec Israël. Merci beaucoup Océane Nicole et vous m'avez grandement aidé à préparer justement cette émission spéciale de la guerre du Kippour. Nous avons voulu consacrer cette émission et de voir comment en 48 ans, depuis 1973 jusqu'en 2021, l'évolution de cette guerre du Kippour jusqu'à aujourd'hui de la présence iranienne au sud de la Syrie. Regardez. Nous sortons de ce bunker utilisé par l'armée israélienne pendant la guerre du Kippour dans cette bataille de Tel Saki contre l'armée syrienne, à la frontière justement avec la Syrie. 1973-2021, 48 ans se sont déroulés depuis. Que reste-t-il de la Syrie? Pas grand-chose. La Syrie est aux mains de forces étrangères, dont notamment l'Iran. Retour sur les faits avec Océane Nicole, et on en parle juste après avec notre premier invité. 1973, la Syrie surprend Israël en attaquant par surprise son territoire. L'armée syrienne met à disposition des centaines de chars, de tanks, d'avions et de missiles, le tout aux côtés de près de 30 000 hommes mobilisés sur le terrain. L'avancée de l'armée syrienne est significative. Proche de Tibériade, les soldats syriens auraient pu atteindre Tel Aviv. Mais 48 ans plus tard, de cette armée syrienne puissante, il ne reste presque plus rien. En 2011, la guerre civile frappe la Syrie. Les capacités militaires de Bachar al-Assad sont considérablement réduites. En 2013, pour pallier à cette baisse des effectifs, le président autorise même les femmes à combattre au sein de l'armée. On estime qu'avant 2011, les forces armées gouvernementales syriennes étaient composées de plus de 400 000 hommes. Il serait moins de 150 000 aujourd'hui.
Face à cet échec, l'Iran intervient. Le régime des mollahs s'engage diplomatiquement, militairement, mais aussi financièrement aux côtés du régime syrien. Près de 5000 hommes des gardiens de la révolution sont envoyés en Syrie, ainsi que des milliers d'hommes du Hezbollah et milices pro-chiites, alliés incontournables de l'Iran, venus du Liban, d'Irak, mais aussi d'Afghanistan. La Syrie bénéficie alors à l'époque de près de 20 000 forces supplémentaires. En Irak et en Syrie, à la demande de leur gouvernement, nous avons aidé leurs armées à lutter contre le terrorisme. En plus de l'Iran, la Syrie reçoit également l'aide de la Russie. Le 30 septembre 2015, Vladimir Poutine déploie ses forces principalement aériennes, des bombardements incessants contre Daesh et la population civile. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président syrien Bachar el-Assad combattent réellement l'État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. Selon de nombreux experts, sans l'aide de ses soutiens et de ses alliés, la situation de l'armée syrienne serait catastrophique, bien loin donc de celle de la guerre de Kippour. Et donc pour commencer cette émission, nous sommes dans une position devant, une position avancée de l'unité des parachutistes, l'un des combats les plus féroces à l'époque en 1973. Et avec moi, le lieutenant-colonel Eyal Dror. Merci d'être avec nous, vous êtes l'ancien commandant notamment de l'opération Bon Voisinage, on va en parler dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais, lieutenant-colonel, que vous nous disiez, vous êtes né 4 ans exactement après 1973. C'est quoi pour vous cette guerre du Kippour ? Pour un officier comme moi qui est né quelques années après la guerre du Yom Kippour, dont le père a combattu pendant cette guerre, dont l'oncle a combattu et surtout est tombé non loin d'ici à quelques kilomètres au nord, dans la bataille du Hermon, cela fait partie de notre héritage. C'est l'héritage de nos héros de guerre qui ont combattu comme dans les histoires d'époque en infériorité numérique. Nous sommes aujourd'hui sur le point de frontière 116, à moins de 2 km de Tel Saki. Toute cette zone porte l'empreinte des parachutistes de la compagnie 50 et des tankistes des divisions 188 et 7 qui ont protégé de leur corps les frontières de l'État avec détermination face à des colonnes de blindés syriens. Ils les ont empêchés de pénétrer en territoire israélien car derrière cette ligne, il n'était qu'à quelques encablures de Tibériade. Notre génération a grandi avec les histoires de 1973. Nous avons repris le flambeau de tous ces soldats. Et quant à moi, qui ai servi de nombreuses années sous les drapeaux, c'est comme si j'avais bouclé la boucle en terminant mon service dans la zone où mon oncle est tombé et où tant d'exemples d'héroïsme ont marqué l'histoire du pays. Alors justement, on va aller se rapprocher de la barrière de sécurité, juste derrière la fameuse infirmerie que vous avez dirigée, le programme Bon Voisinage. Comme si la boucle était bouclée, les Syriens ont combattu votre père et votre oncle et vous les avez protégés et sauvés. On va y aller. On y va ? Eyal, on s'est rapproché de la frontière, à 1,5 km exactement derrière nous. C'était votre maison, il y a quelques années de cela, c'est-à-dire le programme Bon Voisinage, l'infirmerie centrale à la frontière. Est-ce que vous avez gardé le contact avec des Syriens que vous avez soignés ? Oui, en effet, nous sommes très proches de l'endroit où Israël a créé en 2016 l'un de ses plus grands programmes d'aide humanitaire, venant en aide aux civils syriens qui ont souffert de la guerre. Juste derrière moi, cette barrière a laissé passer des milliers d'enfants, des milliers de personnes qui avaient besoin de soins médicaux d'urgence pour sauver leur vie. Comme vous l'avez bien précisé, l'infirmerie centrale fondée par une organisation chrétienne était installée juste derrière nous. Elle a soigné plus de 8000 Syriens. On parle d'un projet étalé sur 3 ans, plus de 700 missions humanitaires à la frontière, des millions de tonnes de dons, de nourriture, de vêtements, de fioul. Mais le programme s'est arrêté au bout de 3 ans, malheureusement après que le régime syrien ait repris le contrôle de la zone. Après cela, les Syriens ne pouvaient plus être en rapport avec nous, ils craignaient pour leur vie. Ils ne veulent pas être perçus comme des collaborateurs de l'État d'Israël. C'est pour cela que nous avons dû démanteler toutes nos installations sur place. Les civils syriens ont coupé tout rapport avec nous. Nous recevons de temps en temps des messages de certains d'entre eux qui ont réussi à fuir la région. Ils se trouvent à l'étranger et se souviennent, ou plutôt ont apprécié ce que nous avons fait, notamment quand les combats dans leur secteur reprennent.
On a parlé bien évidemment de cette guerre du Kippour en 1973, et en général, cette région n'aime pas le vide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël s'est retiré, eh bien, c'est les Iraniens qui ont pris le contrôle juste derrière cette frontière. Est-ce qu'on sait qui est présent et surtout de quelle force on parle? Pour mieux comprendre, nous devons avoir une vision plus générale de la situation. L'Iran, qui se trouve à plus de 1500 km d'ici, n'a qu'un seul objectif, et ce n'est pas un secret, annihiler l'État d'Israël. Et pour ce faire, ils ont créé l'axe chiite, le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, le soutien au Hamas et au djihad islamique à Gaza, mais aussi ici, à l'intérieur du territoire syrien. L'Iran profite de la faiblesse de l'armée syrienne. Ils ont infiltré l'armée syrienne depuis 2014, ont construit des infrastructures via l'aide du Hezbollah libanais. L'Iran a apporté des éducateurs chiites, remodèle l'armée syrienne. On parle d'une interaction quotidienne entre des membres du Hezbollah, des officiers iraniens et leurs homologues de l'armée syrienne. Ça veut dire que si en 1973 l'ennemi était syrien, aujourd'hui il est iranien, les Iraniens nous voient pendant qu'on se parle? Je pense, sans vraiment me tromper, que les Iraniens sont en train de nous filmer au moment où on se parle. Ça peut être des soldats syriens, mais aussi des civils syriens qui ont été payés pour le faire. Qui payent? Au final, ce sont les Iraniens. Les Iraniens sont les maîtres ici. On ne peut pas, on ne doit pas le nier. Ils sont ici, ils se servent de cette population syrienne qui a tout perdu, qui n'a plus d'argent et qui souffre. L'Iran achète la population locale et la retourne contre Israël. Il y a un an, une tentative d'attentat aux explosifs artisanaux et aux mines explosives a été perpétrée juste derrière nous sur la barrière par des civils syriens. Je ne suis pas certain qu'ils savaient qu'ils travaillaient pour l'Iran, mais le projet a été pensé et planifié par l'Iran. Nous savons que des milices chiites en provenance d'Afghanistan et d'Irak ont pris part au combat dans la ville de Deraa. Ce sont des chiites qui combattent au nom de l'Iran. C'est pour cela que je suis d'accord avec ce que vous dites. L'armée syrienne n'a presque plus de force de dissuasion, mais elle m'inquiète. La manière dont elle se mêle au Hezbollah, aux Iraniens, et le renforcement de l'axe chiite qui se trouve vraiment juste derrière nous le long de cette clôture. Vous comprenez la culture arabe. Vous avez été au contact de ces populations pendant des années et récemment avec des Syriens. Comment expliquer que la Syrie de Hafez al-Assad et de Bachar al-Assad s'est vendue tout simplement au plus offrant et a vendu son territoire aux Iraniens? Hafez al-Assad a essayé d'empêcher cela. Oui, il s'est certes aidé des Iraniens, mais il a limité leur champ d'action. Son fils, Bachar al-Assad, est beaucoup plus faible que son père. Il s'est lancé de manière catastrophique dans la guerre civile, et ce sont les Iraniens qui l'ont sauvé. Il doit tout aux Iraniens. Il leur doit sa vie, son pays, son régime. Il n'a pas la force de leur dire « allez-vous-en », puisque les Iraniens l'ont sauvé. Ils ont demandé en contrepartie d'être là, juste derrière nous, de s'approcher de cette clôture, de s'installer durablement, tant au niveau militaire via ses officiers et ses proxys, qu'au niveau civil. Et c'est d'autant plus inquiétant. Nous sommes les témoins d'un processus certes lent, mais d'un processus qui va prendre 5, 10, 15 ans de chiitisation de la population sunnite syrienne. Non loin de là où nous sommes, un village sunnite s'est transformé en village chiite. Vous comprenez que les Iraniens ont désormais toute la liberté pour agir. Le Hezbollah peut ainsi recruter. À l'intérieur du village, vous avez désormais une Housnia, une mosquée chiite. C'est de ça dont nous sommes inquiets. Il y a un vrai processus de nouvelle éducation, de nouvelle religion. Si on regarde à long terme, c'est un phénomène très inquiétant. Une question à laquelle je n'avais pas pensé. 73, c'était une guerre contre la Syrie. 2021, 2022, 2023, vous pensez que Israël n'affrontera plus la Syrie en tant que pays, mais plutôt d'autres forces étrangères? Israël considère que Bachar al-Assad est le souverain sur sa terre. C'est son clan qui dirige la Syrie. C'est leur responsabilité de savoir ce qu'il s'y passe. Mais nous savons et nous sommes inquiets de ce que font les Iraniens sur place. Tsahal a fait,
et fera tout ce qu'il peut pendant cette période d'entre-guerres pour atteindre et affaiblir l'implantation militaire iranienne sur place. L'armée se bat contre les transferts d'armes, contre le développement de missiles de précision. Mais nous estimons que la Syrie est toujours souveraine et doit donc répondre de ses actes. Nous comprenons également que les Iraniens empêchent toute reconstruction de la Syrie, tant dans son rapport à l'encontre d'Israël que vis-à-vis de la communauté internationale. Résultat, les civils syriens continuent de souffrir. Je ne peux garantir que lors de la prochaine guerre, Tsahal combattra uniquement l'armée syrienne. Tsahal va certainement combattre tous les acteurs dont je viens de parler au cours de cet entretien. Le Hezbollah, les proxys iraniens, les Iraniens et les Syriens. Merci, lieutenant-colonel Eyal Dror. Je rappelle que vous êtes l'ancien commandant de ce programme humanitaire, militaire, bien évidemment. Bon voisinage. À 1,5 km juste derrière nous, ça fait partie peut-être presque de l'histoire. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, le lieutenant-colonel Eyal Dror parlait à l'instant des Iraniens et de l'utilisation du territoire syrien comme base arrière. De quelle force parle-t-on? De quelle arme iranienne parle-t-on à l'intérieur du territoire syrien? C'est exactement le sujet préparé par Océane Nicole. On en parle juste après avec notre prochain invité. Début de l'année 2011, l'Iran s'installe en Syrie. Sur le papier, l'objectif de Téhéran, aider son allié syrien, alors plongé dans une guerre civile. Mais le régime des mollahs y voit aussi un autre intérêt, se servir de la Syrie comme nouvelle base militaire et créer ainsi un couloir Iran-Syrie-Liban afin de se rapprocher de Beyrouth, autre allié incontournable de Téhéran. Mais qu'est-ce qui est transféré de l'Iran vers la Syrie? Dans un premier temps, des hommes et des capacités humaines. Le régime des mollahs a ainsi envoyé 3000 hommes de la force syrienne d'élite Al-Quds. Mais pas seulement, l'Iran a demandé au Hezbollah de rentrer en guerre en Syrie et d'y envoyer sur place 10 000 soldats. Le tout est directement financé par Téhéran. Mais ce que l'Iran transfère avant tout en Syrie, ce sont des armes à feu automatique comme des Kalachnikov, des M302 ou encore des M600, mais surtout des armes lourdes, des roquettes, des missiles à courte et longue portée, des missiles sol-sol de précision, armes stratégiques dans la région, mais aussi des milliers de missiles antimissiles. L'Iran a aussi transféré en Syrie plusieurs centaines de drones militaires de combat pouvant être chargés d'explosifs afin de détruire plusieurs cibles. L'Iran dispose déjà de nombreux camps d'entraînement et de plusieurs bases militaires en Syrie. Et depuis plus de 10 ans, Téhéran ne cesse d'accentuer et de renforcer sa présence sur le territoire syrien, transformant ainsi la Syrie en nouveau couloir militaire à disposition du régime des mollahs. En clair, de transformer la Syrie en sorte de bourbier libanais. Et nous sommes dans l'ancien bâtiment de la police et des renseignements syriens, celui occupé par la police et l'armée syrienne en 1973 pendant la guerre du Kippour. Sared Zehavi, merci d'être notre deuxième invité. Vous êtes lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne et présidente fondatrice du think tank Alma, spécialisé justement dans ce qui se passe juste derrière nous, à la frontière et syrienne et libanaise. Première question d'abord, c'est peut-être poétique, mais ou peut-être plutôt une métaphore. Quand on voit que tout est détruit ici, est-ce que c'est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur du territoire syrien? Oui, ce bâtiment et la Syrie sont dans le même état de délabrement, ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui, il n'y a plus de Syrie. Plusieurs grandes puissances se partagent le pays, notamment la Russie, l'Iran et la Turquie, et dans une moindre mesure les États-Unis. Quelques zones seulement sont sous le contrôle du gouvernement syrien, mais pas de la Syrie elle-même. Ici, en particulier à la frontière entre Israël et la Syrie, on voit que le pouvoir est réparti entre plusieurs États, majoritairement entre les mains de pays subordonnés aux gardiens de la révolution iranienne. Mais on remarque aussi la présence de certains proxys de la Russie et également de la Russie elle-même. Vous m'avez montré la carte en préparant cette interview. Je dois dire que c'est assez apeurant. C'est-à-dire qu'on voit quasiment une cinquantaine de positions et du Hezbollah et des milices chiites à cette frontière, alors que normalement, elles ne sont pas censées être là. Non, elles n'ont rien à faire ici. Le Hezbollah est déployé ici avec 2 unités,
D'un côté, il y a l'unité du Golan, qui est composée de Syriens qui ont été recrutés pour le Hezbollah et qui sont payés par le Hezbollah. Leur mission est de perpétrer de petits attentats terroristes ici à la frontière. Et c'est ce qui s'est déjà produit depuis plusieurs années. Et il y a l'unité de commandement du Sud, qui est composée de Libanais qui entraînent et accompagnent les commandants de l'armée syrienne. Ils les aident à se préparer à la prochaine guerre contre Israël. Ils les préparent pour qu'ils soient opérationnels, si vous voulez. Et pour autant, on a parlé beaucoup de 1973, de ce qu'il y avait de ce côté-là de la frontière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un danger immédiat, imminent, ces milices chiites, contre la souveraineté israélienne ? Elle représente un danger pour les forces armées, mais aussi pour les habitants qui sont installés ici, si on envisage un scénario de guerre. Mais elle ne menace pas l'État d'Israël. D'un point de vue syrien, nous ne sommes pas dans la même configuration qu'en 1973. Ça veut dire qu'on ne va pas voir les colonnes d'armure et de chars. Leur armée de l'air n'a pas les mêmes capacités, et même leurs unités de commandement ne sont pas les mêmes que celles de l'armée syrienne en 1973. Aujourd'hui, aux côtés du Hezbollah, il y a aussi des milices locales qui ont rejoint l'idéologie de l'Iran. Il y a également des milices étrangères qui étaient basées en Syrie, mais toutes ces entités mises côte à côte ne constituent pas la même menace que ce que nous avons connu en 1973, et je crois que quand l'occasion se présentera, Tsahal pourra les vaincre très rapidement. Mais la difficulté tient au fait de devoir se battre sur plusieurs fronts. La prochaine guerre qui se déclarera dans le Nord n'opposera pas Israël uniquement à la Syrie ou uniquement au Liban. Ce sera une guerre qui impliquera toute la région du Nord. Ce qui veut dire qu'il faudra surtout affronter le Hezbollah au Liban, qui a des capacités totalement différentes de ce qu'on voit ici. Ils ont des unités de commandement entraînées pour pénétrer sur le territoire israélien, dans les communautés qui vivent à la frontière et dans les positions de Tsahal. Et le plus grand défi, c'est bien sûr leur artillerie. Le Hezbollah possède plus de 150 000 armes différentes au Liban qui sont dissimulées dans des zones civiles. Ce n'est pas la même chose en Syrie, où la plupart des munitions détenues par l'Iran et ses proxys se trouvent dans les zones militaires et des endroits où la vie des civils ne serait pas mise en danger en cas d'attaque. Comment éviter que la Syrie ne devienne un Liban numéro 2 ? C'est ça le vrai challenge finalement de ce que je comprends de ce que vous dites. Il est évident que c'est ce que les Iraniens essaient de faire. Ils essaient de faire la même chose en Syrie qu'au sud Liban, d'un point de vue militaire aussi bien que civil. Et la mission d'Israël est d'arrêter ça. On voit qu'il y a des attaques ici et là et Israël n'en a jamais revendiqué la responsabilité. Pas seulement à proximité des mosquées, mais aussi ici aux abords de la frontière. Mais je ne suis pas sûre que nous parviendrons à tout stopper sans entrer en Syrie. Et je ne crois pas qu'il y ait des membres de notre gouvernement qui aient prévu de pénétrer sur le territoire syrien de notre propre initiative. C'est clairement un problème et c'est une vraie question. Comment pouvons-nous empêcher les Iraniens d'établir un deuxième Sud-Liban dans le sud de la Syrie ? Ce ne sera pas en 1 mois ou 2. C'est un processus qui a déjà commencé quand les rebelles ont perdu il y a 3 ans. Et ça peut prendre quelques années. On a déjà vu ça au Liban avec le Hamas, même si le Hamas n'est pas devenu chiite. Et en Irak, on voit comment les Irakiens essaient de lutter contre ça, mais il y a des milices chiites dans le pays qui sont au service de l'Iran. Et c'est ça que les Iraniens tentent de construire. Une continuité territoriale depuis Téhéran jusqu'à Beyrouth qui englobe la Syrie et l'Irak. Ce qui me permet de vous poser la question, finalement la Syrie n'est qu'une étape pour l'Iran entre Téhéran et Beyrouth. La Syrie constitue un avantage stratégique très important pour les Iraniens parce que c'est comme ça qu'ils pourront créer ce couloir dont je vous ai parlé. Ça leur permettra de faire passer des munitions librement. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement une question militaire et politique. C'est aussi une question d'hégémonie, d'influence et de contrôle. Et je crois que c'est ça, l'élément clé. À ce propos, est-ce qu'on sait quel type d'armes se trouve à l'intérieur du territoire syrien ? En ce qui concerne le type de munitions que les proxys de l'Iran possèdent ici, je dois dire que, de ce que nous savons, ce n'est pas une menace stratégique pour Israël. Il ne s'agit pas du même nombre de roquettes que nous avons vues au Liban. Je crois que les Iraniens ont besoin de plus de temps pour construire une infrastructure civile et militaire dans le sud de la Syrie. Mais peut-être que plus tard, ils essaieront de transporter des roquettes jusqu'à la frontière. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les dizaines de milliers d'armes qui se trouvent dans le sud de la Syrie ne sont pas toutes des munitions professionnelles, mais elles peuvent être utilisées dans un scénario de guerre. L'Iran a aussi des drones, elle a des roquettes en Syrie, mais pas autant qu'au Liban et pas de la même qualité.
Ça sera ma dernière question, Sared Zehavi. Est-ce qu'Israël doit oublier le trauma causé par 1973, la guerre du Kippour, et se projeter plus sur l'avenir, sur ce qui se passe à ses frontières syriennes et libanaises? What you're actually asking me is, do we have to initiate? Si vous me demandez si nous devons lancer une attaque contre le Hezbollah et l'Iran au Liban et en Syrie, ma réponse est non. Malgré toutes les menaces dont je vous ai parlé, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, la situation n'est plus du tout la même qu'en 1973 quand on parle de la situation stratégique, de la légitimité de l'État d'Israël, de la guerre, d'éthique, des Israéliens contre les Syriens ou les Libanais. Notre gouvernement doit prendre en considération le fait qu'il y a beaucoup plus d'acteurs en présence et beaucoup plus de questions par rapport à 67, par exemple. Et c'est pour ça que je pense que la politique de l'État d'Israël aujourd'hui, qui consiste à affaiblir les capacités iraniennes dans toute la région en maintenant une certaine ambiguïté et sans revendiquer de responsabilité, est la bonne façon de faire. C'est notre meilleur outil. Mais en parallèle, il est extrêmement important que nous soyons préparés à l'éventualité d'une guerre. Pas seulement au niveau militaire avec notre armée, mais aussi dans notre défense des civils, notamment en construisant des abris pour les protéger. Merci, Sared Zehavi, lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne, présidente fondatrice du think tank Alma, spécialisée dans le nord du pays. Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you very much. Comme vient de le préciser notre dernière invitée, la Syrie de 1973 n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Car aux frontières israéliennes, que ce soit au Liban ou en Syrie, se trouvent principalement des organisations terroristes soutenues par un État, en l'occurrence l'Iran. Son objectif, faire mal à l'armée, certes, israélienne, mais surtout aux populations civiles. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur i24 News. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans Défense.